À 2h30 du matin, les lumières de Ouagadougou s'éteignirent brutalement. Quelques secondes plus tard, une explosion déchira le silence, plongeant la capitale dans une obscurité totale. Ibrahim Traoré, chef de la transition du Burkina Faso, se retrouvait au cœur d'une crise sans précédent, une guerre où la technologie et les armes se mêlaient, une attaque simultanée mêlant cyber-intrusion et sabotage physique. Cette nuit-là marquait-elle simplement une rupture dans la sécurité du pays ou annonçait-elle le début d'une guerre invisible où la souveraineté d'une nation serait désormais définie par sa capacité à contrôler l'information? Le 14 août à 2h30 du matin, lorsque la coupure d'électricité plongea Ouagadougou dans l'obscurité, personne ne se doutait que cette nuit allait changer la donne pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, bien que pris au dépourvu par l'ampleur de l'attaque, savait que le pays faisait face à un test crucial: défendre son indépendance non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans l'arène numérique. La guerre du futur ne se gagnerait pas uniquement sur les champs de bataille, mais dans la maîtrise des données, des flux d'informations et du contrôle des perceptions. Cette crise mettait en jeu bien plus que la sécurité physique du pays. Elle allait redéfinir sa capacité à rester souverain, à protéger son peuple et à s'imposer face à des puissances extérieures qui cherchaient à manipuler ses vulnérabilités numériques. Le peuple burkinabé se demandait: pourra-t-il surmonter cette attaque invisible ou sera-t-il submergé par une guerre qu'il ne comprend même pas? À peine quelques minutes après l'attaque, les premiers rapports d'urgence faisaient état d'une chute de 66% du trafic Internet sortant du pays. En l'espace de 5 minutes, la capitale était plongée dans un chaos total, et la plupart des communications civiles et militaires étaient paralysées. Ce n'était pas une simple coupure de courant, c'était une opération hybride où le cyberespace devenait aussi dangereux que le terrain physique. Les experts en sécurité, d'abord déconcertés, ont rapidement compris que cette attaque n'était pas un acte isolé, mais un coup parfaitement orchestré pour affaiblir le Burkina Faso à ses racines. Ibrahim Traoré, confiné dans un centre de commandement souterrain, suivait la situation à travers un réseau sécurisé, observant l'étendue de la menace se propager plus vite que prévu. Cette opération n'était pas simplement une attaque militaire, mais une démonstration de force numérique. Les intrusions dans les systèmes de communication, les rumeurs contrôlées sur les réseaux sociaux et l'utilisation de techniques de guerre électronique de pointe indiquaient que l'ennemi visait directement la souveraineté du pays. Au-delà de la destruction physique, c'était la capacité du gouvernement à maintenir le contrôle de l'information qui était en jeu. Les équipes de cybersécurité du gouvernement burkinabé, dirigées par le capitaine Sawadogo, commencèrent à traquer les adresses IP suspectes, mais les premières données recueillies menaient déjà à des infrastructures européennes et nord-américaines. Il devenait évident que l'attaque ne venait pas uniquement de groupes locaux, mais qu'elle avait une portée géopolitique bien plus vaste. Alors que l'assaut continuer de secouer les fondements de la capitale, Ibrahim Traoré savait qu'il ne suffisait pas de repousser l'ennemi physique. Ce n'était pas seulement une guerre des armes, mais une guerre de perception et de données. La première chose qu'il fit fut de convoquer une cellule de crise composée de ses plus proches conseillers et de spécialistes en cybersécurité. Parmi eux, le capitaine Sawadogo, un expert en cryptographie, avait pour mission de reconstruire la chronologie exacte de l'attaque, afin de comprendre ses origines et son ampleur. Mais tout n'était pas aussi simple. Les premières analyses indiquaient que les serveurs gouvernementaux avaient été infiltrés bien avant l'explosion. Cela signifiait que l'attaque avait été préparée bien à l'avance, rendant la situation encore plus grave. Sous la direction directe de Traoré, l'équipe commença à repérer les traces techniques des adresses IP louches. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elles ne mènent à des infrastructures situées hors du continent. Cela augmentait l'inquiétude,
car il devenait clair que cette attaque n'était pas l'œuvre de groupes locaux, mais bien d'acteurs internationaux ayant les ressources nécessaires pour mener une opération de cette envergure. À une réunion d'urgence, Traoré donna des instructions fermes: nous ne nous battons pas uniquement pour notre terre, mais pour notre espace numérique. C'est ici que réside notre indépendance. Ces paroles soulignait l'importance du contrôle des données et de l'information dans cette nouvelle guerre de souveraineté. À 2h30, lorsque l'électricité fut coupée, personne ne pouvait imaginer que ce moment marquerait le début d'une opération aussi vaste. En quelques minutes, les forces de sécurité et de défense furent complètement paralysées. Les systèmes de communication étaient inaccessibles et les forces armées, déconnectées de leur centre de commandement, n'arrivaient pas à répondre aux menaces. Simultanément, des attaques électroniques frappaient le pays, éliminant toute possibilité de réaction rapide. Alors que la capitale Ouagadougou était plongée dans l'obscurité, des tirs retentissaient dans les rues, marquant le début d'un conflit hybride mêlant attaques physiques et cyberattaques. Les attaquants, visiblement bien préparés, utilisaient des véhicules sans plaques et des dispositifs de brouillage sophistiqués pour déstabiliser les forces de défense. Les experts en cybersécurité du gouvernement commencèrent à analyser les données en temps réel et découvrirent que les systèmes du pays avaient été infiltrés bien avant la première explosion. Les premières analyses des données révélèrent des traces cryptographiques liées à des programmes militaires occidentaux, confirmant que l'attaque avait des liens directs avec des forces extérieures. Ibrahim Traoré, en permanence en communication avec ses conseillers, ordonna un confinement total des zones stratégiques et donna des instructions précises pour défendre le palais présidentiel et les infrastructures essentielles. En moins de 10 minutes, les mesures d'urgence étaient en place, mais les effets de l'attaque se faisaient déjà ressentir dans la population. Les habitants fuyaient les rues, tandis que le gouvernement burkinabé mettait en place des stratégies de protection et de contre-attaque. Cette série d'événements a démontré l'efficacité de l'attaque et la vulnérabilité du pays face à des assauts de cette ampleur. Traoré savait que le plus grand défi était encore à venir. Non seulement préserver la sécurité nationale, mais aussi contrôler l'information et préserver la souveraineté numérique de Burkina Faso. Lorsque l'enquête a progressé, des preuves quantitatives ont permis de comprendre l'ampleur de l'attaque et ses répercussions immédiates. Le premier indicateur révélateur a été la durée de la coupure d'électricité à Ouagadougou, qui a duré précisément 18 minutes et 37 secondes. Un temps anormalement long pour une coupure de courant dans la capitale, qui a montré que l'attaque avait été méticuleusement planifiée. Les ingénieurs de la Compagnie nationale d'électricité ont confirmé que le réseau avait été désactivé de l'intérieur, prouvant que l'attaque avait été soigneusement orchestrée pour frapper au cœur des infrastructures vitales du pays. Un autre indicateur important a été la chute spectaculaire de 78% du trafic Internet sortant du Burkina Faso entre 2h09 et 2h51. Ce déclin a été immédiatement identifié par les équipes de cybersécurité comme un signe évident que des attaques coordonnées étaient en cours. Des paquets de données cryptées ont été redirigés vers des serveurs en Europe, prouvant que l'attaque était dirigée depuis des centres externes. Cette découverte a confirmé les soupçons d'une ingérence étrangère dans l'attaque, suggérant que des acteurs internationaux ayant les ressources et la technologie nécessaires étaient impliqués. L'impact économique de l'attaque a également été mesuré. Selon la Banque centrale du Burkina Faso, la paralysie du système bancaire a duré 7 heures, affectant gravement les transactions financières. Plus de 2,8 millions de dollars ont été bloqués dans des circuits internes, ce qui a généré un préjudice direct pour l'économie du pays. En outre, des entreprises et des commerces ont été contraints de fermer leurs portes, ce qui a accéléré la baisse de la production économique.
Selon les estimations, l'interruption des services a entraîné une perte de plus de 5% du produit d'intérieur brut du pays en une seule journée. Enfin, un des résultats les plus frappants a été la découverte que 41% des serveurs gouvernementaux utilisaient encore des protocoles de chiffrement obsolètes et vulnérables. Ce constat a incité le gouvernement à imposer une migration vers des systèmes plus sécurisés, renforçant ainsi les mesures de défense nationale. Les preuves recueillies ont permis de dresser un portrait précis de l'ampleur de l'attaque, qui n'a pas seulement visé les infrastructures physiques du pays, mais aussi sa capacité à sécuriser les informations vitales. Certains analystes affirment que l'attaque contre le Burkina Faso était le résultat d'un mécontentement interne au sein de l'armée ou de forces dissidentes, cherchant à déstabiliser le gouvernement de transition dirigé par Ibrahim Traoré. Selon cette hypothèse, les tensions internes au sein des forces armées et les désaccords avec la politique de Traoré auraient créé un terrain propice à une insurrection. L'attaque aurait été organisée pour affaiblir le pouvoir en place et ouvrir la voie à un coup d'État. L'utilisation d'une force militaire combinée à des attaques numériques aurait permis à ces factions internes de frapper un coup décisif contre le gouvernement. Cependant, une analyse plus approfondie des preuves disponibles remet en question cette théorie. Les données techniques, notamment les traces numériques laissées par les pirates informatiques, suggèrent que l'attaque était d'une ampleur bien plus grande, impliquant des acteurs extérieurs avec des ressources considérables. Les adresses IP utilisées pour lancer les attaques étaient liées à des infrastructures situées en dehors du continent africain, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Cela laisse penser que l'attaque n'était pas simplement un acte interne, mais un coup monté par des acteurs internationaux. De plus, la sophistication de l'attaque, combinant infiltration numérique, désinformation sur les réseaux sociaux et sabotage physique, montre que cette opération a été minutieusement planifiée et exécutée par des groupes ayant une expérience en guerre hybride, capables de mener des attaques à la fois sur le terrain et dans le cyberespace. La conclusion qui s'impose est que cette attaque était un complot à l'échelle internationale visant à perturber la souveraineté du Burkina Faso. Ce type d'ingérence étrangère dépasse largement la capacité de factions internes et nécessite des ressources que seules des puissances extérieures peuvent fournir. Nous nous battons dans une guerre où l'ennemi reste invisible. En quelques heures seulement, les premières révélations ont bouleversé la compréhension de l'attaque. Des analyses des données ont montré que les attaques numériques contre les infrastructures burkinabées avaient été précédées par une surveillance intensive des systèmes. Les experts en cybersécurité ont découvert que des logiciels malveillants utilisés dans l'attaque avaient déjà été détectés dans d'autres campagnes de guerre hybrides, ciblant des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce qui avait commencé comme un simple attentat physique a rapidement révélé sa nature plus complexe. Une attaque simultanée sur plusieurs fronts, où la guerre de l'information et la cybersécurité sont devenues aussi importantes que la défense militaire. Les premières découvertes ont confirmé ce que beaucoup craignaient: l'attaque n'était pas le fruit d'une simple insurrection locale, mais une opération internationale menée par des acteurs extérieurs ayant des intérêts stratégiques dans la région. Les informations sur les adresses IP et les serveurs externes impliqués ont été partagées avec les partenaires internationaux, confirmant l'ampleur de l'intrusion. Cette révélation a marqué un tournant dans la crise, amenant les autorités burkinabées à revoir leur stratégie de défense et à renforcer la cybersécurité à un niveau jamais atteint auparavant. À peine 48 heures après l'attaque, les effets étaient déjà évidents. Dans les rues de Ouagadougou, la vie semblait suspendue. Les marchés étaient fermés, les rues désertées, et les gens restaient enfermés chez eux, terrorisés par la violence de l'assaut et les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. L'impact immédiat sur l'économie était visible.
Les petites entreprises et les commerces avaient cessé leurs activités, incapables de réaliser des transactions en raison de la paralysie des systèmes bancaires. Le Burkina Faso perdait des millions de dollars à cause de l'interruption des paiements électroniques et des services financiers. Le gouvernement, quant à lui, avait dû interrompre une grande partie de ses activités administratives. Les ministères travaillaient sur papier, les télécommunications étaient coupées et les services de renseignement peinaient à reconstituer l'étendue de l'attaque. Le processus de rétablissement des systèmes de sécurité et des bases de données pourrait prendre des semaines, voire des mois. Le ministre des Finances a annoncé que les pertes économiques pourraient atteindre près de 15 millions de dollars dans les premiers jours suivant l'attaque. Les citoyens burkinabés, déjà désorientés par la coupure des réseaux, ont vu leur confiance dans le gouvernement se détériorer. Les rumeurs sur la chute du gouvernement se sont propagées rapidement, exacerbant la confusion et la peur. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des groupes de personnes ont commencé à organiser des manifestations, demandant des réponses sur l'ampleur de la crise et la façon dont le gouvernement comptait rétablir l'ordre. Internationalement, la communauté internationale a réagi avec une inquiétude croissante. L'Union européenne et l'Organisation des Nations unies ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, tout en appelant à une enquête approfondie pour identifier les auteurs de l'attaque. Cependant, des critiques ont également émergé concernant la vulnérabilité des infrastructures africaines face à des menaces hybrides telles que celle-ci. Après l'attaque dévastatrice, le Burkina Faso se retrouve à un carrefour crucial. Trois scénarios principaux émergent, chacun dépendant des choix stratégiques et des actions des dirigeants et de la population. La trajectoire que suivra le pays dans les mois à venir sera déterminée par sa capacité à se reconstruire, à faire face à l'instabilité et à renforcer sa souveraineté numérique. Dans un premier scénario, celui d'une stabilisation progressive et d'une reprise économique, le pays pourrait peu à peu retrouver son équilibre. Si le gouvernement parvient à restaurer rapidement les systèmes essentiels de cybersécurité et à sécuriser les infrastructures numériques du pays, une reprise économique progressive est possible. En rétablissant la confiance des citoyens et des entreprises, le Burkina Faso pourrait amorcer une phase de stabilisation. L'accompagnement des partenaires internationaux pour la reconstruction de l'infrastructure numérique et des investissements dans les technologies de défense cybersécuritaire permettront de rétablir progressivement la productivité. Ce scénario prévoit également une amélioration des relations internationales, avec un soutien accru de la communauté internationale pour soutenir la souveraineté numérique du pays. Les efforts pour diversifier l'économie, avec un accent particulier sur l'agriculture et le secteur numérique, pourraient également offrir de nouvelles opportunités pour le pays. Dans un deuxième scénario, les tensions se prolongent mais sans changement majeur dans la structure du pouvoir. Dans ce scénario, malgré des efforts pour restaurer l'ordre, les tensions internes et externes continuent de perturber la stabilité du pays. Les les tentatives de sécuriser le pays contre d'autres cyberattaques échouent partiellement et le gouvernement peine à regagner la confiance totale de la population. L'économie continue de se remettre lentement, mais la confiance du peuple dans les institutions reste faible. L'instabilité politique persiste avec des manifestations sporadiques et des pressions croissantes contre le gouvernement. Cependant, il n'y a pas de changement radical et le pays lutte pour retrouver une stabilité durable. Les acteurs extérieurs continueront probablement d'interférer dans les affaires internes du pays, exacerbant les défis de gouvernance. Dans un troisième scénario, la crise se prolonge et le pays s'enfonce dans un déclin économique. Si la situation ne se stabilise pas rapidement, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de crise prolongée. Les cyberattaques continuent, les instabilités politiques et économiques pourraient plonger le pays dans une récession profonde.
La confiance en l'État et dans les institutions serait encore plus érodée et des divisions internes croissantes pourraient mener à des troubles sociaux. Les puissances étrangères pourraient chercher à exploiter le vide de pouvoir pour renforcer leur influence sur les ressources stratégiques du pays, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques. Ce scénario entraînerait également une diminution de l'aide internationale et une plus grande marginalisation sur la scène diplomatique mondiale. Les répercussions économiques seraient sévères et le pays pourrait devenir un terrain d'affrontement géopolitique. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, non seulement le gouvernement et les entreprises ont dû faire face à des défis majeurs, mais chaque citoyen du Burkina Faso a ressenti l'impact profond de cette crise. Que ce soit dans les quartiers de Ouagadougou, où les rues sont désertées, ou dans les villages où l'isolement numérique a frappé le plus fort, la population se trouve en première ligne. Pourtant, au-delà des difficultés immédiates, une prise de conscience s'opère lentement. Pour que le pays se relève, chaque citoyen a un rôle crucial à jouer. Le défi ne réside pas seulement dans la capacité du gouvernement à restaurer l'ordre, mais dans la résilience et l'engagement du peuple burkinabé. Chacun, à son niveau, peut contribuer à la reconstruction. Qu'il s'agisse de se protéger contre les menaces numériques, de soutenir ses voisins ou de participer à des initiatives communautaires, ces actions individuelles sont autant de pierres pour reconstruire le Burkina Faso. Il est évident que la souveraineté ne repose pas uniquement sur les actions des dirigeants, mais sur la mobilisation collective de la population. Si chaque Burkinabé comprend qu'il est responsable même d'un petit geste, cette crise pourra se transformer en une opportunité de renouveau. C'est ainsi que le pays pourra non seulement surmonter cette épreuve, mais en sortir plus fort, uni et résilient face aux défis du futur. Pour restaurer la stabilité et garantir la sécurité du Burkina Faso à long terme, une feuille de route claire est nécessaire. Le gouvernement doit commencer par renforcer sa défense numérique en créant un centre national de cyberdéfense. Ce centre aura pour mission de surveiller en temps réel les flux de données sensibles et de répondre dans les 30 premières minutes à toute tentative d'intrusion. L'objectif est de réduire de 70% les vulnérabilités identifiées d'ici 6 mois. Cette initiative vise à établir un bouclier numérique pour le pays, afin de prévenir toute attaque future. Ensuite, il est essentiel de réformer la gouvernance pour rétablir la confiance du peuple. Le Burkina Faso doit instaurer une transparence totale dans l'utilisation des ressources publiques, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Chaque ministère devrait publier ses dépenses liées à la sécurité numérique tous les trimestres, vérifiables par une instance indépendante telle que la Cour des comptes. Cette mesure permettra de renforcer la confiance de la population dans les institutions. Une autre étape importante est l'investissement dans l'éducation numérique. Le gouvernement doit développer des programmes de formation pour les jeunes, en particulier dans les zones rurales, afin de les préparer aux défis de la cybersécurité. Ces programmes devraient inclure des cours sur la protection des données, la cybersécurité et les compétences numériques de base, permettant à chaque citoyen de devenir un acteur de la défense numérique. Enfin, pour assurer une stabilité régionale, il est crucial que le Burkina Faso renforce ses alliances avec ses voisins, en particulier le Mali et le Niger, pour créer un réseau de cybersécurité régionale. Ce réseau permettra d'échanger des informations sensibles et de lutter collectivement contre les menaces numériques, réduisant ainsi la vulnérabilité du Sahel face aux attaques extérieures. Ibrahim Traoré se souvient de la nuit où tout a basculé, du moment où Ouagadougou s'est retrouvé plongé dans l'obscurité. Cette nuit-là a changé à jamais le destin du Burkina Faso, mais elle a aussi révélé une force insoupçonnée au sein de la population. Au cœur du chaos, les Burkinabés se sont serrés les coudes, affirmant leur volonté de se relever ensemble. Chaque citoyen, chaque acte de solidarité est devenu un symbole de la résilience collective du pays.
Comme la lumière qui renaît après l'obscurité, le Burkina Faso se reconstruira. Mais cela nécessitera l'effort de chaque individu, la détermination de chaque acteur de la société. Dans l'adversité, la véritable force d'un pays se mesure dans la capacité de ses habitants à se tenir unis face à l'invisible. Le Burkina Faso a-t-il les moyens de se reconstruire après cette crise? Peut-il transformer cette épreuve en une opportunité pour affirmer sa souveraineté et renforcer son indépendance numérique? La route sera longue, mais chaque petit pas vers la reprise compte. Dans ce chemin de reconstruction, la solidarité, l'action collective et la vigilance de chaque citoyen seront les clés pour traverser cette tempête. Et vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à la reconstruction de votre pays? Chaque geste, aussi petit soit-il, fait la différence. Le Burkina Faso a besoin de chacun de nous pour se relever plus fort et plus résilient que jamais